Je vais vous présenter sommairement les 8 étapes à mettre en pratique pour vous aider à donner priorité aux bonnes priorités. Il faut savoir que j'ai créé cette méthode par survie à l'époque où j'étais gestionnaire, que j'ai peaufinée au fil des ans et que je partage depuis avec mes clients et aujourd'hui avec vous. Elle s'intitule tout simplement Méthode priorité. En combinant les premières lettres du mot clé de chacune de ces étapes, j'ai pu dégager sans grande surprise le mot priorité. Alors, la première étape à mettre en pratique avec assiduité, soit le P, qui consiste à planifier les bonnes priorités. Ça a l'air simple, mais c'est pas mal plus complexe qu'on ne le croit. Pourquoi? Parce que vous êtes sollicité de toutes parts et qu'il est extrêmement difficile de prendre le temps de vous arrêter pour identifier ce à quoi donner priorité, soit vos objectifs sur une base annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et quotidienne. Des objectifs qui sont rattachés à vos activités essentielles et profitables, à vos secteurs d'excellence, à la vision, aux valeurs, à la mission et aux objectifs corporatifs d'équipe et individuels. C'est un tout. D'ailleurs, Jim Collins dit, et je cite, « Si vous avez plus de 3 priorités, vous n'en avez aucune. » Quelles sont vos priorités et est-ce que vous y donnez réellement priorité sur une base hebdomadaire et quotidienne? Et est-ce que vos collaborateurs donnent vraiment priorité aux bonnes priorités? La deuxième étape à intégrer fait appel à l'importance de repérer vos soustracteurs et vos multiplicateurs de temps. C'est quoi un soustracteur de temps? Bien, ce sont des activités, des habitudes ou des situations qui vont créer une fuite dans votre budget temporel, hebdomadaire et quotidien. Ce sont également des sources de stress, de tension et de problèmes potentiels. Alors, imaginez que vous déposez dans un compte d'épargne 1 000 $, puis qu'à tous les mois, il y a des frais de toutes sortes qui grugent dans le capital investi et qu'à tout moment, vous retirez un petit montant ici et là. Donc, petit à petit, votre 1 000 $ va fondre comme neige au soleil. Bien, c'est la même chose avec votre temps. Alors, les soustracteurs de temps, bien, ils vont produire le même effet. Et certains vont créer des fuites qui sont beaucoup plus difficiles à percevoir sur le coup, mais qui sont quand même très voraces. C'est le cas des distractions, des interruptions, donc un petit 5 minutes ici, un petit 2 par là. D'autres fuites sont plus évidentes, comme par exemple des réunions qui sont mal structurées, je ne sais pas si vous en avez, des rencontres qui sont mal préparées, un manque de planification, un manque de suivi ou encore un manque de focus, des activités auxquelles on dit oui alors qu'il faudrait renoncer, ou encore une délégation qui est inefficace. Autre exemple de soustracteur de temps, votre entourage. Par exemple, qu'il s'agisse de vos collaborateurs, de vos clients, de vos partenaires ou même de vos fournisseurs, tous peuvent se transformer en soustracteurs de temps très voraces. Alors, vous pourriez confier un projet important pour votre entreprise à un fournisseur qui vous en met plein la vue, mais qui au final n'a pas nécessairement les compétences nécessaires pour répondre à vos attentes et à vos besoins et qui ne peut livrer un produit de qualité avec pour conséquence que vous perdez un temps fou à travailler en double, en triple pour arriver à rencontrer vos critères d'excellence sans compter le gouffre financier dans lequel vous risquez de plonger et un fournisseur qui va vous prendre beaucoup de temps et d'énergie, puis votre équipe va payer le grand prix. Donc, la grande question, est-ce que vous avez des fuites dans votre budget temporel et qu'est-ce que vous faites concrètement pour les éliminer, voire les colmater? Les multiplicateurs de temps, c'est tout le contraire. Alors, eux, ils vont contribuer à faire fructifier votre budget temporel. C'est un placement à valeur sûre. Les gens efficaces et productifs vont repérer tous les multiplicateurs de temps possibles et ils travaillent à les optimiser, voire les faire fructifier. Alors qu'il s'agisse de focaliser sur l'essentiel, d'optimiser vos outils de communication, de vous engager à développer vos forces, de déléguer efficacement ou encore de savoir très bien vous entourer, tout est mis en place pour faire en sorte que chaque heure investie rapporte au centuple. Et on parle d'efficacité au travail lorsqu'il y a un équilibre entre les soustracteurs de temps et les multiplicateurs de temps, parce que c'est impossible d'obtenir une note parfaite d'un point de vue multiplicateur de temps et qu'on parlerait d'inefficacité absolue si 100% de votre temps était consacré aux soustracteurs de temps. Il faut aussi savoir qu'un multiplicateur de temps peut se transformer en soustracteur de temps s'il est mal utilisé.
Exemple, si ma ligne directrice, elle est claire pour moi, mais qu'elle ne l'est pas pour l'équipe, c'est un soustracteur de temps. Si je renonce à tout et que je renonce aussi à des activités qui sont essentielles et profitables pour moi, bien, je me tire dans le pied et le multiplicateur devient un soustracteur de temps. Si je suis accro de mes outils de communication, comme le téléphone, tablette, courriel, c'est un soustracteur de temps. Si je m'engage à développer mes forces, mais que je les canalise mal, ou encore que mes croyances m'empêchent de bien utiliser mes talents, c'est un soustracteur de temps. Si je délègue sans prendre le temps de communiquer clairement mes attentes et les résultats attendus, sans faire de bons suivis, c'est un soustracteur de temps pour moi, mais aussi pour mon entourage. Alors la grande question, quels sont vos soustracteurs et vos multiplicateurs de temps? La troisième étape de ma méthode, elle consiste tout simplement à identifier ce à quoi renoncer. Personnellement, cette étape, elle a été terriblement difficile à intégrer puis à mettre en pratique. Pourquoi? Parce que je disais oui à tout. À l'époque, j'étais convaincue que la voie de la réussite, elle passait par le mot « oui ». Oui, je devais avoir des solutions puis des réponses à tous les problèmes. Oui, je devais accepter tout ce qu'on me proposait. Oui, je devais m'impliquer. Oui, je devais être disponible aux autres. Puis oui, je devais me laisser distraire. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que les plus grands de la planète, ceux qu'on admire, bien, ils ont appris à renoncer. D'ailleurs, Richard Branson a dit ceci, « Les opportunités, c'est comme les autobus. Il y en a toujours un autre qui arrive. » C'est tellement simple et pourtant, dire non, ça prend beaucoup de courage. Et personnellement, si une distinction avait existé pour récompenser et souligner celui ou celle qui s'est le plus laissé distraire dans l'année, j'aurais gagné haut la main. Et bien honnêtement, je le répète, ça a été l'habitude la plus difficile à mettre en pratique, celle d'apprendre à renoncer. La bonne nouvelle, c'est que ça ne veut pas dire que ce sera l'habitude la plus difficile à mettre en pratique pour vous. Ça l'a été pour moi. Vient ensuite, prochaine étape. Quatrième étape consiste, elle, à organiser votre agenda avant qu'il ne vous organise. Ça veut dire que vos activités essentielles et profitables devraient être bloquées à votre agenda en premier. Qu'est-ce qu'une activité essentielle et profitable? Bien, il s'agit d'une activité, d'une tâche ou encore d'un projet auquel vous devez absolument donner priorité parce qu'il bénéficie à la fois à vous, à votre équipe, à votre entreprise et à vos clients. Nombreux toutefois sont les dirigeants qui donnent priorité aux urgences puis qui croient dur comme fer que c'est la bonne et l'unique façon de faire. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique pourquoi ces activités, elles arrivent difficilement à être réalisées. Alors, quelle est votre réalité? Est-ce que votre agenda il est structuré ou non? Est-ce que vous bloquez vos activités essentielles et profitables dans votre agenda en premier? Et si oui, est-ce que vous arrivez à respecter ces engagements? Cinquième étape, réduire considérablement les fameuses interruptions. Personnellement, comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, bien, ce sont les interruptions combinées aux distractions de toutes sortes qui étaient mes soustracteurs de temps les plus importants, ce qui représentait en moyenne à l'époque de 15 à 20 heures de mon temps par semaine. Et je vous dis, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai commencé à comprendre où est-ce que je dilapidais mon temps. D'ailleurs, j'ai étalé ma collecte d'informations sur plusieurs semaines pour être bien certaine que ce que je voyais représentait vraiment la réalité. Et sur le coup, j'ai été complètement dévastée. Encore plus, j'ai été habitée par un énorme sentiment de culpabilité à me demander comment j'avais pu ne pas voir tous ces soustracteurs de temps avant. À l'époque, je cumulais plus de 1000 heures de temps supplémentaire par année. J'étais épuisée et je m'étais donné pour objectif personnel de réduire à zéro ce nombre d'heures. Et comme mes interruptions mises bout à bout représentaient plus de 900 heures par année, bien, je peux vous jurer que mon objectif il a été beaucoup plus facile que je ne le croyais à atteindre. Les interruptions sont une forme de distraction très sournoise et vous en savez probablement quelque chose. Par exemple, vous travaillez à une tâche qui demande votre entière concentration et vous avez demandé qu'on ne vous dérange pas pendant 1 heure.
Si 3 personnes entrent dans votre bureau durant cette période de travail à concentration optimale, juste pour vous poser une toute petite question du genre « As-tu vu un tel » ou encore « As-tu signé le document X », bien, ces quelques questions, ces quelques interruptions représentent à peine deux petites minutes que vous vous dites, mais dans les faits, elles coûtent beaucoup plus cher que vous ne l'imaginez. Chaque 15 minutes qui suivent votre interruption, vous perdez jusqu'à 50% de votre performance. Certains spécialistes vont affirmer que cette diminution de performance, elle s'étale sur une période de 30 minutes et pas 15 qui suit l'interruption. Alors, si on est conservateur puis qu'on mesure ce temps sur 15 minutes, ça veut dire que 3 interruptions pourraient facilement vous coûter plus de 22,5 minutes de votre temps. Alors, combien de temps est-ce que vous consacrez réellement aux interruptions présentement? La 6e étape à mettre en pratique pour vous aider à gagner en efficacité, c'est d'introduire un rituel de succès à votre quotidien. C'est quoi un rituel de succès? Ce sont tout simplement des activités, des habitudes gagnantes et récurrentes qui, une fois ritualisées, vont vous permettre de vous ressourcer, de faire le plein d'énergie, de prendre du recul et de garder le cap sur ce qui est vraiment essentiel pour vous, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Par exemple, sur le plan personnel, le premier rituel qui me vient en tête, c'est mon TPPM, soit du temps privilégié pour moi, où je choisis des activités qui me font plaisir puis qui me permettent de faire le plein d'énergie. Par exemple, savourer une bonne tasse de thé vert ou encore aller marcher quelques minutes sur l'heure du lunch. Voyez-vous, j'ai compris à la dure l'importance de prendre soin de soi et je sais aussi maintenant qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il y a une raison pour laquelle un agent de bar enseigne l'importance de porter le masque à son visage en premier s'il y a dépressurisation dans la cabine. Et ça même avant de prêter assistance à quiconque dans l'avion. Et ce n'est pas toujours ce qu'on fait au quotidien. D'ailleurs, Jim Collins, auteur du livre « Bâti pour durer », dresse le profil de l'excellent dirigeant. Puis une des caractéristiques de ce dirigeant, c'est l'équilibre et l'engagement qui a à se donner priorité pour pouvoir ensuite soutenir et accompagner son équipe. Par conséquent, ritualiser votre quotidien, c'est essentiel. Donc, il s'agisse d'une bonne planification, d'un temps de réflexion, de temps consacré au suivi ou à la reconnaissance. Alors, à vous de définir votre rituel de succès personnel, mais aussi votre rituel professionnel. La 7e étape, elle passe, elle, par la délégation efficace, stimulante, mais aussi valorisante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la délégation, c'est une école de formation en soi et qu'il en revient à vous de l'optimiser. C'est aussi un moyen par excellence de multiplier le temps parce que chaque minute où vous passez du mode faire au mode faire-faire, c'est du temps qui pourra être judicieusement investi ailleurs. Et une délégation réussie, ça passe par la clarté des instructions, des résultats attendus qui sont communiqués, mais aussi par la qualité des suivis. Et ce que je vois souvent, c'est qu'on ne fait pas de la délégation, on dompe dans la cour de ses collaborateurs. Je vois aussi qu'on manque de confiance autour de la délégation parce qu'on a peut-être été échaudé, entre guillemets, par le passé, puis qu'on est parfois méfiant face à la délégation. 8e étape et dernière étape de la méthode priorité à mettre en pratique avec assiduité, c'est l'essentiel qu'il faut éviter de perdre de vue. Alors encore une fois, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas et vous ne pouvez pas exceller dans votre rôle sans ligne directrice claire. En même temps, c'est tellement, mais tellement facile de perdre de vue cette ligne directrice, de perdre de vue l'essentiel. Et à moins que je fasse erreur, il n'y a pas personne qui a trouvé de recette pour augmenter le nombre d'heures dans une journée ou sur une base hebdomadaire. Vous disposez, comme moi, de 168 heures dans une semaine et de 24 heures dans une journée. Et à nous de bien utiliser chaque minute qui nous est donnée parce que ce temps-là, il ne revient pas. Alors comme vous, je suis humaine. Je suis aussi une étudiante en formation continue, particulièrement en efficacité puis en performance au travail. Le principe qui dit qu'on enseigne ce qu'on doit apprendre, il s'applique tellement dans mon cas. Alors, est-ce que je suis parfaite? Oh que non! Je suis une accro au travail, en sobriété, mais qui revient parfois facilement puis rapidement à ses anciennes habitudes néfastes. Mais ce que j'ai maintenant puis que je n'avais pas à l'époque, c'est une méthode,
un rituel, des habitudes, des moyens et des outils que je continue de peaufiner et qui me permettent de relever plus facilement et plus rapidement une fois l'habitude néfaste vécue. Alors, croyez-moi, c'est très facile de tomber dans le piège des habitudes néfastes, mais c'est aussi très facile de retomber sur ses pieds quand on sait comment le faire. Dans la mesure où vous avez une méthode pour vous aider, où vous avez identifié vos habitudes gagnantes, à quoi elles servent, comment les mettre en pratique à nouveau, ce qui nécessite bien sûr de mieux vous connaître, de bien connaître vos habitudes néfastes, vos habitudes gagnantes et de connaître les gains ou les pertes associées à ces habitudes. Alors, il y a de l'espoir. Et j'espère vous donner le goût de créer votre méthode, votre rituel et de bonnes habitudes gagnantes pour vous. Alors, on vient de voir en rafale les 8 étapes à mettre en pratique pour vous aider à gagner en efficacité, soit planifier les bonnes priorités, repérer vos soustracteurs et vos multiplicateurs de temps, identifier ce à quoi renoncer, organiser votre agenda avant qu'il ne vous organise, réduire les interruptions, introduire un rituel de succès, une délégation efficace et la dernière étape et non la moindre, l'essentiel, qu'il faut absolument éviter de perdre de vue.